Bonjour Fred Eboko. Bonjour Christophe. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le représentant de l'IRD en Côte d'Ivoire, l'Institut de recherche pour le développement, partenaire de Médien. Vous êtes aussi spécialiste des politiques de santé en Afrique. Je le disais, notre continent est globalement épargné, même s'il faut différencier Afrique australe, Afrique subsaharienne et Maghreb. Globalement épargné, et pourtant, que n'a-t-on entendu lorsque la pandémie a commencé ? Tout le monde, notamment en Occident, prédisait une hécatombe en Afrique. Eh bien, force est de constater que non. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Il y a plusieurs explications, j'imagine, Fred Eboko. Bien sûr, il y a plusieurs explications, mais globalement, on a assisté à ce qu'on peut appeler une illusion d'optique qui partait d'un sentiment qui était compréhensible, qui était lié au fait que les précédentes pandémies qui avaient frappé le continent africain, ce continent en était en quelque sorte l'épicentre, que ce soit le VIH-Sida, que ce soit plus récemment l'épidémie d'Ebola. Et le fait que le continent africain soit aussi réputé, malheureusement, pour être celui qui a les systèmes de santé parmi les plus fragiles du monde, a un peu accentué cette illusion d'optique. Dans les faits, il suffisait peut-être de regarder le caractère multifactoriel de l'expansion de l'épidémie en Asie et en Europe pour se rendre compte des faits suivants. C'est une pandémie qui était liée aussi à la mobilité très forte des personnes, dont les décès étaient surtout liés aussi à la pyramide des âges, notamment relativement élevée en Europe et en Asie par rapport au continent africain. Et la mobilité des personnes, par exemple, qui est extrêmement forte en Europe, est aussi liée au mode de vie, à l'accélération de l'économie néolibérale, etc., dont le continent africain est relativement à la marge. Pour le dire de manière beaucoup plus simple, quand vous regardez la manière avec laquelle l'épidémie s'est propagée en Asie, puis en Europe, aux États-Unis, vous vous rendez compte que les lieux où les personnes sont regroupées, confinées, les moyens de transport notamment, les lieux de regroupement sont beaucoup plus développés que sur le continent africain. Ça veut dire, Fred Eboko, que certaines faiblesses du continent en matière notamment de développement, comme les voies de communication, les transports de masse, se sont révélés des atouts pour éviter la circulation du virus. Bien sûr, Christophe. Il suffit de voir même à l'intérieur du continent africain, quand vous comparez l'Afrique du Nord et l'Afrique australe, d'une part, avec le reste du continent, vous voyez déjà que l'épidémie aussi s'est propagée de manière beaucoup plus rapide dans les pays d'Afrique du Nord, en Afrique du Sud, où l'industrialisation est beaucoup plus forte que dans le reste de l'Afrique, notamment de l'Afrique au sud du Sahara. Ensuite, il y a eu des éléments politiques qu'on n'a pas tellement voulu valoriser parce qu'on est habitué aussi à dénoncer des questions de gouvernance, notamment en Afrique subsaharienne. Il se trouve juste que pour cette pandémie, les autorités africaines ont pris des décisions relativement précoces. La majorité des États africains ont pris des mesures avant qu'il n'y ait un seul décès sur leur territoire. Très tôt et très fort. Très tôt et très fort. Je prends l'exemple le plus symbolique pour moi, le fait que dans certains pays en majorité musulmane, que les autorités religieuses et politiques aient décidé de fermer les mosquées, était un événement auquel on n'aurait pas cru quelques semaines avant, alors que ça s'est passé, même s'il y a eu quelques petites réticences, ça s'est passé relativement bien et avec une grande prise de conscience et une grande maturité des autorités politiques qui, bien évidemment, avaient aussi peur de se retrouver dans la situation que les organisations internationales, notamment l'OMS et les médias du Nord, prédisaient au continent africain. Et le fait qu'il y ait eu ces mesures-là, de fermeture des lieux de rassemblement, de couvre-feu, de confinement partiel, a relativement bien joué pour le continent africain en matière notamment de nombre de cas. En matière de décès, la situation est un peu différente. Il faut rajouter à ça que nous sommes en face de populations relativement jeunes, en tout cas beaucoup plus jeunes que les populations asiatiques et européennes. Juste pour vous donner un exemple, la moyenne d'âge au moment où le pic de l'épidémie a été atteint en Italie, la moyenne d'âge des personnes décédées se situe entre 69 et 70 ans. Ce qui est un âge où on retrouve relativement peu de personnes sur le continent africain dont la pyramide des âges est beaucoup plus effilée à son sommet, pour le dire autrement, où les populations sont beaucoup plus jeunes, avec des moyennes d'âge qui tournent autour de entre 19 et 23 ans, par exemple. Vous le disiez, l'Afrique a une connaissance du phénomène épidémique, d'où des décisions, vous le disiez, très précoces et très, très fortes, notamment en matière de
contrôle des espaces aériens, de contrôle dans les aéroports, tout ça, ça s'est mis en place extrêmement rapidement. Et ça, il faut le dire, mais vraiment très très fort, Christophe. Le contrôle des aéroports a commencé sur le continent africain avant qu'il n'ait lieu en Europe. Le contrôle de la température dans les aéroports africains a commencé au mois de janvier. C'est-à-dire qu'au moment où il y avait, de manière officielle, 0 cas et 0 décès. Et pour ceux qui circulent comme vous ou moi entre le continent africain et le continent européen, on était frappés par le fait que qu'on atterrissait en France, en Angleterre ou en Espagne, par rapport à ce qui se passait en Afrique, au Niger, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, la différence était énorme du point de vue de l'anticipation que les autorités politiques africaines avaient prise, notamment parce que ces autorités-là avaient la mémoire de ce qui s'est passé pour l'épidémie d'Ebola notamment. Avec des populations qui se sont révélées déjà habituées, mais surtout disciplinées et résilientes face à toutes ces mesures. Non seulement disciplinées et résilientes, mais de manière paradoxale. C'est-à-dire que les gens avaient aussi, avec l'accélération des moyens de communication, les gens entendaient aussi ce qu'on leur prédisait. Donc les Africains avaient peur aussi de se retrouver dans la situation qu'on était en train de leur prédire, dont les gens faisaient relativement attention. Évidemment, avec des critiques, c'est-à-dire que les critiques vis-à-vis des comportements un peu à risque ou un peu légers sur le continent africain étaient aussi extrêmement fortes. Les gens disaient dans chacun de leurs pays, mais les gens font n'importe quoi. C'est vraiment paradoxal ce que ça a pu provoquer comme prise de conscience, mais qui était aussi lié à l'inquiétude, à la peur, etc. Bien sûr. Quelles sont les perspectives aujourd'hui? On pense tous bien sûr à l'arrivée d'un vaccin. C'est une source d'espoir partout en Afrique? Évidemment que c'est une source d'espoir, mais c'est une source d'espoir paradoxale parce que malheureusement, l'accès. Les Africains ont été d'abord ils ont été extrêmement sensibles à des discours qui étaient des discours fallacieux sur le fait que et c'est parti d'un petit dérapage médiatique qui a eu lieu en France. Les Africains ont été frappés par l'idée fausse qu'ils seraient les cobayes pour la fabrication des nouveaux vaccins, ce qui est faux. Maintenant, il reste que, comme les populations sont relativement peu touchées, il n'y a pas que l'espoir des vaccins qui est en perspective, il y a aussi le renforcement des systèmes de santé. Et cette pandémie doit apprendre au monde entier que l'Afrique a aussi besoin d'investissements massifs dans ses systèmes de santé. Évidemment que les vaccins peuvent être une grande espérance, mais aussi l'impact économique, c'est-à-dire que le poids de la dette qui s'est accentué sur les États africains, il doit permettre une nouvelle réflexion sur le continent africain qui paye quand même un tribut économique et social assez lourd à cette pandémie. Et c'est tous les enseignements à tirer de cette crise sanitaire. Merci beaucoup Fred Eboku d'avoir été en direct avec nous. Merci Christophe, ce fut un plaisir. Je rappelle que vous êtes le représentant de l'IRD en Côte d'Ivoire.